Il faudrait en réalité 4 ou 5 heures pour le dire en détail. Alors, je ferai ce que je pourrai pour être bref, clair, complet. Mais je n'ai pas l'illusion que je le sois tout à fait. Alors, s'il y a des choses qui vous semblent obscures, ou s'il y a des choses qui vous semblent incomplètes, faites une petite note que vous remettrez à Monsieur le Supérieur qui me l'enverra, et alors en janvier, je compléterai, je tâcherai de vous donner la réponse aux questions que vous m'aurez posées. Déjà aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'était passé en Angleterre et en France au point de vue de la transformation de la maçonnerie. De Sagulier avait donc créé sa Grande Loge en 1717. Il lui avait fallu une vingtaine d'années pour l'imposer, mais il l'avait imposé. Le succès avait été tel que 3 autres obédiences se créèrent en Angleterre. En Écosse, la Grande Loge d'Écosse, qui prétendait être plus ancienne, mais qui en réalité avait été recréée. En Irlande, la Grande Loge d'Irlande, qui avait les mêmes prétentions et la même réalité. Et puis en 1751, une nouvelle obédience, qui elle se prétendait plus ancienne, bien entendu, que celle de Sagulier, mais qui prenait les mêmes principes avec une doctrine plus violemment anticléricale, antichrétienne et, on peut dire, révolutionnaire. Mais toutes ces obédiences qui luttaient entre elles, qui rivalisaient entre elles, au fond avaient accepté, grosso modo, les idées de Sagulier, en sorte que les remarques que je vous ai faites sur la position fondamentale de la maçonnerie s'appliquent à eux tous. En France, il y avait eu un reflet de cela. Le grand succès de la maçonnerie, et en même temps la faiblesse du comte de Clermont, le laisser-aller du banquier Bohr, la médiocrité, l'infériorité du maître de danse Lacorne avait laissé la liberté à beaucoup de loges, et il s'était fondé toute une série de loges qui prétendaient être autonomes. À Lyon, il y en avait une. À Bordeaux, une qui se prétendait loge de perfection avec une 17 degrés. À Reims, un chapitre avec 21 degrés. À Toulouse, les Écossais fidèles de la vieille Bru, qui était également avec beaucoup de degrés. À Marseille, en 1750, la mère loge écossaise de Saint-Jean d'Écosse. Et à Paris, en 1752, le souverain conseil sublime, mère loge du Grand Globe français. Et puis enfin, le chapitre de Clermont, etc., etc. Ces loges, vous le voyez, prétendaient être des loges plus aristocratiques que celles qui avaient été fondées d'abord et qui se rattachaient directement à De Sagulier. Les loges qui suivaient uniquement et fidèlement la discipline de la Grande Loge anglaise de Sagulier étaient bleues. Celles qui avaient des degrés nombreux et qui prétendaient se rattacher soit à la Grande Loge d'Écosse, à la Grande Loge d'Irlande, étaient rouges. Donc vous le voyez, il y avait les deux tendances, la tendance rationaliste et matérialiste, et la tendance rose-croix, avec un mysticisme lui aussi matérialiste, mais tout de même une sorte de mysticisme. En France, le désordre arrivait à son comble, et la mort du comte de Clermont laissa la maçonnerie française en état d'anarchie. Alors, les grands seigneurs qui haïssaient la monarchie française et les maçons zélés voulurent remonter la maçonnerie. Et c'est là que se produisit une sorte de coup de force maçonnique qui devait assurer et préparer la Révolution française. Un groupe de maçons dévots, dont le principal s'appelait Anne Charles Sigismond de Montmorency Luxembourg,
duc de Luxembourg, prince de Lux, etc., 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 créèrent le Grand Orient de France. Les Luxembourg, comme vous le savez, ayant étudié l'histoire de France, étaient brouillés avec la famille régnante depuis que l'un d'entre eux avait été décapité pour avoir manqué de fidélité, donc toute la famille était hostile. Anne-Charles Sigismond n'était pas un homme intelligent, mais c'était un homme très dévoué à la maçonnerie, qui gardait les notions de ses ancêtres et qui alors, avec plaisir, a travaillé à fortifier la maçonnerie en face de la monarchie. Ils fondèrent le Grand Orient qui devait centraliser et discipliner toutes les loges. C'était, si vous le voulez, une sorte de ministère que l'on créait, avec différentes chambres, sections, avec une surveillance exercée sur les loges, et pour donner au Grand Orient un prestige, pour donner au Grand Orient une force qu'il n'avait jamais eue, ils demandèrent au duc de Chartres, fils du duc d'Orléans, de devenir grand maître du Grand Orient, 1774. C'est cette décision qui était d'une importance extrême. Le duc de Chartres était l'homme le plus riche de France. Il avait épousé la princesse qui était après lui la plus riche de France, la fille du duc de Penthièvre. À eux deux, ils devaient avoir un revenu d'1 ou 2 millions de francs, qui pour l'époque était énorme. Le duc de Chartres était un homme brillant, intelligent, impie et dissolu. Il abusait tellement du plaisir des sens qu'il avait en général des maladies de peau qui révélaient, messieurs, ce que l'on ne doit pas révéler. Bien. Donc, le duc d'Orléans, le duc de Chartres était quelqu'un de très taré, de très respecté, de très admiré, avec un faste énorme. Et surtout, ce qui est très important pour comprendre la Révolution française, depuis le régent, depuis que les Bourbons habitaient à Versailles, les Orléans habitaient, eux, le palais royal, à Paris. Et ils étaient en quelque sorte les souverains de Paris. Ils dépensaient beaucoup d'argent, les commerçants, les fournisseurs, les bouchers, boulangers, épiciers de Paris leur étaient passionnément dévoués. Et toute une partie de la noblesse, cette noblesse qui se pensait, qui se voulait libérale, qui était maçonnique, était entièrement dévouée aux Orléans. Donc, vous voyez la situation dominante qu'ils avaient. Charles, le duc de Chartres accepta. Philippe, duc de Chartres, accepta la place, et pour la remplir dignement, il prit, au bout de quelque temps, pas tout de suite, il prit comme secrétaire de ses commandements un homme très fameux qui s'appelait Choderlos de Laclos. Choderlos de Laclos était un officier d'artillerie, remarquablement intelligent et très bon écrivain, qui avait publié en 1783 un roman très brillant et très sexuel qui s'appelait Les liaisons dangereuses. Ça avait fait une grande réputation à Choderlos de Laclos, mauvaise du reste, mais enfin grande, et il passait pour très intelligent, donc le duc d'Orléans le prit, et ce fut lui qui fut l'âme damnée du duc d'Orléans. En effet, le duc d'Orléans était le duc de Chartres, qui est devenu duc d'Orléans en 1784, fut entouré d'une série de gens qui stimulaient son ambition et qui excitaient ses désirs. On voulait faire de lui un roi. Le duc d'Orléans n'était pas très pieux, c'était même impie. Mais il était aussi superstitieux qu'il était impie. Il avait fait venir d'Allemagne un magicien qui s'appelait Etteilla, E-T-T-E-I-L-A, qui lui avait donné une amulette démoniaque qu'il portait sur la poitrine au lieu de croix, et qui devait le protéger de tous les dangers. Avec Etteilla, il allait dans les carrières de Paris, et ils immolaient un cheval noir afin de rentrer en relation avec le diable. Je ne sais pas si les conversations ont été très réussies, mais en tout cas, ils ont essayé. Donc, vous le voyez, Orléans était quelqu'un de très puissant, très crapuleux. Il faut noter encore à l'actif ou au passif d'Orléans qu'il fut l'un des premiers à organiser des courses de chevaux. Et il faut aussi vous le dire, je vous demande pardon, mais vous avez l'âge de raison,
que dans sa petite maison, dans son palais de Mousseau, qu'on appelle maintenant le parc Monceau, il donnait des fêtes maçonniques pour messieurs et dames, ou plutôt pour hommes et femmes, où tout le monde était obligé d'être sans vêtements. Et vous imaginez que quand on buvait beaucoup, bien, donc c'était une crapule, non, ça, le duc d'Orléans, le duc de Chartres. Mais c'était quelqu'un qui avait une grande ambition et qui était entouré de gens très ambitieux. Par conséquent, il organisa son gouvernement de la maçonnerie de la façon suivante. D'abord, il a rameuté autour de lui toutes les loges dissidentes, toutes, l'une après l'autre. Il était grand maître du Grand Orient, mais comme il était difficile de persuader les loges indépendantes de se rallier entièrement au Grand Orient, il a employé un truc très raisonnable qui était de devenir le grand maître supérieur de chacun d'entre eux. Il a également réussi à détruire une grande loge qui s'était créée au moment de la crise de la maçonnerie, et ainsi il s'est trouvé grand maître du Grand Orient et grand maître de toutes les petites obédiences qu'il pouvait faire marcher comme il voulait. Pour les faire marcher, il a fait 2 ou 3 grandes tournées en France, voyant tous les vénérales, toutes les loges. Chartres-Orléans était un grand voyageur. Il avait un carrosse spécial dans lequel il pouvait coucher, et on disait que ses chevaux et ses postillons étaient dressés à faire du 15 à l'heure, ce qui était, vous le voyez pour l'époque, une vitesse extrême. Donc, il a donné une impulsion à la maçonnerie dont il faut que je vous fasse comprendre l'importance. Quand il a pris le pouvoir, en 1774, il y avait comme loge inscrite que 104 loges, dont 23 à Paris, 71 dans les provinces, 10 loges militaires seulement, et 45 autres loges en formation. En 1789, le Grand Orient comptait plus de 600 loges régulièrement constituées. 65 à Paris, 442 dans les provinces, 39 aux colonies et 70 dans les régiments. Vous voyez donc que les principaux régiments avaient des loges. Et cela était extrêmement important, car dans les loges de régiment, très souvent c'était un caporal ou un soldat qui était vénérable et le colonel qui était simple aspirant. C'était donc installé dans les régiments, à la place de l'ancienne discipline régimentaire, une discipline maçonnique qui mettait les autorités militaires à la merci des mots d'ordre que leur transmettaient leurs subordonnés militaires. Cela est un fait essentiel à comprendre pour comprendre la Révolution. Orléans dépensait un argent considérable pour tout cela et également pour toutes les brochures que le Grand Orient répandait. Pour vous en donner une idée, j'ai trouvé en préparant mon dernier livre sur Beaumarchais qu'en 1788, il avait demandé à Beaumarchais un prêt de 500 000 francs. Beaumarchais avait refusé. Il a eu raison. Mais Orléans a été en Angleterre et a trouvé auprès de banquiers anglais le double de ce qu'il demandait à Beaumarchais, c'est-à-dire que dans le financement de la Révolution, Orléans et ses finances, ainsi que les banquiers anglais, ont joué un rôle essentiel. La croissance de la maçonnerie a donc été très rapide. Et cette croissance a permis au duc de Chartres et à ses amis de dominer à la fois l'armée, comme je vous l'ai montré, les principaux régiments tout au moins, de dominer également l'administration où ils avaient un pied partout, les journaux où ils avaient des amis quand ce n'était pas le rédacteur en chef, et enfin, grâce à cette loge des 9 sœurs, qui avait été créée par Helvétius et qui avait été très développée après sa mort, ils ont mis la main sur presque tout le monde littéraire. Depuis des gens comme Chamfort, Barny, etc., jusqu'à des gens moins connus, des petits avocats. Il y avait un petit avocat qui s'appelait M. Danton. Il y en avait d'autres de la même espèce. Donc, la loge des 9 sœurs
qui n'avait que 3 degrés, qui était une loge très orthodoxe, rattachée à la Grande Loge de Londres, était l'endroit où les idées maçonniques recevaient une forme brillante et destinée au public. Cette loge avait l'intelligence et l'adresse, à une époque où les femmes étaient très influentes et respectées, d'inviter les femmes à des tenues blanches et de faire même des petites initiations très jolies de femmes. La Loge des Neuf Sœurs a créé une université libre, dans laquelle il y a eu des cours fameux comme le cours de l'art et d'autres, des cours de sciences, l'art, des cours de lettres, etc. Donc, vous voyez, en marge de la Sorbonne, la maçonnerie française amorce un enseignement qui est un enseignement laïque, qui est un enseignement scientifique, qui est un enseignement à tendance matérialiste. Et la Loge des Neuf Sœurs prend une place énorme. Mais également, la Loge des Neuf Sœurs fait de grandes parades. À cette époque-là, Benjamin Franklin arrivait à Paris comme ambassadeur des États-Unis. Il était très malheureux. Et toutes les dames pleuraient d'émotion en le voyant parce qu'il n'avait pas de perruque. On disait c'est un Quaker. Et enfin, une dame a voulu lui payer une perruque, mais quand on a voulu lui mettre la perruque, il avait la tête trop grosse. Alors les dames disaient, oh, il a la tête trop grosse, il a la tête trop grande, il a la tête trop géniale. Franklin a su tout de suite se mettre bien avec Orléans. Il était un des maçons chefs d'Amérique. Il a su tout de suite exploiter les milieux financiers de la maçonnerie, et il a tout de suite exploité même les dames à la mode, c'est-à-dire Madame Helvétius et d'autres dames. On raconte, et je m'assieds pour vous raconter ça, parce que c'est pas tellement sérieux, que quand sont arrivés les autres délégués d'Amérique, il avait sur ses genoux une jolie petite dame qui était la femme d'un banquier, et il l'embrassait dans le cou. Ce que voyant Mrs. John Adams, qui était la femme d'un respectable représentant du Congrès américain, s'est enfui en disant « Ce qui se passe à Paris est dégoûtant ». Et jamais plus John Adams n'a été bien avec Benjamin Franklin. Mais enfin, Benjamin Franklin s'en tirait. Et vous verrez que son rôle a été considérable. En attendant, quand Voltaire est venu à Paris, en 1776, à eux deux, ils ont fait une grande parade. Benjamin Franklin est allé voir Voltaire chez le marquis de Villette. Il avait un beau petit fils d'une dizaine d'années, un beau petit garçon brun, très gentil. Et alors il a poussé le beau petit garçon brun vers Voltaire en disant « Bénissez-le ». Et Voltaire a dit « Dieu et liberté ». Après quoi les deux hommes se sont embrassés, tout le monde a pleuré, c'était super. Vous voyez donc qu'il y avait une espèce de grande comédie qui donnait à la maçonnerie un prestige, une influence et une prise sur toutes les classes de la société. La prise était tellement grande que l'on créa une maçonnerie féminine, extrêmement jolie, avec des rubans roses, gris clair, violet, et dont la grande maîtresse était la duchesse de Lamballe, la plus intime amie de la reine. Tout cela vous montre le délire de l'époque, et tout cela vous prépare à comprendre comment la maçonnerie a pu jouer un rôle capital dans la Révolution. L'époque était une époque heureuse. La France était riche. La France, pour la première fois depuis un siècle, était en train de vaincre l'Angleterre dans la guerre de l'indépendance américaine. La France avait un développement intellectuel, littéraire, artistique, dans cette période où commençait l'art néoclassique, qui était quelque chose d'admiré dans toute l'Europe. On pouvait penser que le règne de Louis XVI rétablirait la suprématie française dans toute l'Europe, un peu comme Louis XIV l'avait fait, mais d'une façon plus à droite. C'est ce que la paix de 1783 en effet réussit. Donc le roi était extrêmement populaire. Le pays était très heureux. Il y avait vraiment une prospérité générale, avec naturellement des gens qui se plaignaient. Et tout le monde disait que l'impôt était trop lourd. Tout le monde l'a toujours dit en France, à juste titre. Mais enfin, c'était une belle période. Comment, malgré cela, la Révolution a-t-elle pu se produire dès 1787,
alors qu'il y avait, la France avait regagné un rang mondial excellent, le pays était riche, etc. Eh bien, c'est cela que l'on cache en général aux Français. On fait croire aux Français que la monarchie a été renversée par le peuple mécontent et indigné, par les petites gens ne pouvant plus supporter la haute noblesse, etc. Le processus est tout à fait autre. Et si vous lisez, mais vous n'aurez pas le temps, les cahiers des États généraux, vous verrez qu'aucun d'entre eux n'est révolutionnaire. Tous sont légèrement réformistes, mais aucun d'entre eux n'est révolutionnaire. Comment la révolution s'est-elle donc produite? Voici comment elle s'est produite. La haute noblesse et la haute finance commençaient à s'intéresser, à lancer une industrie nouvelle comme celle de l'Angleterre. Or, le roi Louis XVI et le gouvernement étaient avant tout soucieux de protéger les cultivateurs, qui étaient la grande ressource de la France. Et l'industrie se trouvait dans une certaine mesure limitée par les règlements royaux. Or, à ce moment-là, Orléans et les autres grands nobles voulaient avoir les mains libres pour exploiter les richesses de la France, et ils voulaient également, étant riches, participer au gouvernement. Il y a donc eu une entente entre les 20 plus riches familles de France, les nobles, les grands nobles, pas les petits nobles. Une entente avec les plus grands financiers, français et étrangers, en particulier un certain M. Necker, et puis des gens comme messieurs Clavière, qui étaient des banquiers venus de Genève et installés à Paris. Cette fusion a permis au Grand Orient et au duc d'Orléans de disposer d'un argent beaucoup plus grand et a permis à la maçonnerie d'avoir une période d'audace qu'elle n'avait jamais eue auparavant. C'est l'époque où la maçonnerie commence à devenir athée. C'est la période où les maçons les plus en vue répandent des opuscules athées. Les deux plus fameux ont été le savant Lalande, qui était un pur et simple athée, il s'appelait appelé M. Jérôme, et ensuite un certain Sylvain Maréchal, qui avait fait le dictionnaire des athées. Donc, attaque frontale contre la foi, et en même temps, attaque, vous allez voir, contre l'Église. En même temps, toute une efflorescence d'êtres bizarres et intrigants se répandait en France. Les deux plus fameux étaient Cagliostro et Mesmer. Cagliostro était un intrigant venu de Sicile qui prétendait avoir connu notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait « Oui, je ne me rappelle plus très bien ce qui est arrivé en 200 après Jésus-Christ, mais je me rappelle mieux ce qui précède, etc. » Bien. Donc c'était un imposteur, mais qui portait un panache, et dont la spécialité était de dire aux gens, dames et messieurs, si vous me donnez un petit diamant, vous savez, j'ai un moyen de le faire grandir. Alors on lui donnait, l'imbécile, le cardinal de Rang, lui donnait des petits diamants, et au bout de quelque temps, M. Cagliostro lui rendait des diamants plus gros, donc Rohan était persuadé de la sagesse de Cagliostro, et lui le comblait d'or, et donc la substitution des diamants était facile. Quoi qu'il en soit, Cagliostro initia toutes sortes de gens et fit croire à son rôle. Mais en fin de compte, il fut démasqué par la police. Et on peut dire qu'il a créé beaucoup de désordre dans l'opinion française, mais on ne peut pas dire qu'il ait été l'un des éléments moteurs de la Révolution. Beaucoup plus grave a été Mesmer. Mesmer était quelqu'un qui se croyait savant et qui avait découvert ce qu'il appelait l'électricité animale et humaine. Cette électricité, disait-il, était un fluide qu'il réussissait à faire passer dans ses patients et il les guérissait de toutes sortes de maladies. Voilà comment on faisait. On prenait un baquet, on y mettait de la ferraille, et puis ensuite tout ce monde-là se tenait autour de la ferraille en se tenant par la main avec Mesmer, et puis soudain tout le monde s'agitait, se frémoussait,
avait des étincelles électriques ou autres, et on était ou guéri ou beaucoup plus malade, mais enfin on était secoué en tout cas. Et comme Mesmer avait un succès fou, et qu'il était philanthrope, il avait électrisé des arbres, des boulevards, 2 ou 3. Et alors là, on voyait les petits Savoyards, les Marmitons, les Midinettes, s'électriser les unes les autres, et ça les amusait beaucoup. Donc, l'électricité animale a eu un succès fantastique. Et il a même fondé, Mesmer, à Paris, un hôpital d'électricité animale pour soigner les malades. L'Académie des sciences a fait une enquête et a déclaré que c'était, comme vous dites en anglais, all bunk, comme on dit en français, de la plaisanterie. Mais enfin, c'était tout de même, ça avait un succès énorme. Et alors, M. de Lafayette, qui était à moitié jobard et à moitié autre chose, a acheté le secret de Mesmer. Il l'a acheté très cher, il l'a acheté 120 000 francs or. Et il a fondé à Lyon la Société de l'Harmonie, sous prétexte d'exploiter le secret de Mesmer. En fait, la Société de l'Harmonie était simplement faite pour préparer la Révolution, répandre des pamphlets, grouper des pamphlétaires, trouver de l'argent, réunir de l'argent. Il y avait le banquier juif Kornmann, il y avait toutes sortes de gens qui devaient plus tard jouer un rôle important dans la Révolution, qui ont été groupés ainsi, sous l'apparence de Mesmer, dans cette Société de l'Harmonie, qui était en réalité une Société de la Révolution. Vous voyez donc comment la fermentation intellectuelle maçonnique se développait entre les années 1774 et 1784. C'est donc à ce moment-là que l'alliance s'est faite. Le roi Louis XVI voyait bien qu'il fallait prendre des mesures nouvelles et qu'il fallait trouver un nouveau cadre, au moins financier, pour le pays. Il avait alors un ministre des Finances, qui était un homme extrêmement intelligent, et qui s'appelait M. de Calonne. M. de Calonne était un peu roux, avec une très jolie peau, des yeux bleu-vert, beaucoup de charme, beaucoup de générosité et beaucoup de flair. Quand une belle dame lui demandait de l'argent, il lui en donnait, mais pas trop. Et quand un gangster lui en demandait, il lui en donnait beaucoup de façon à le tenir. Les gangsters qu'il avait achetés, les principaux, et c'est cela qui était important, ça vous prouve que M. de Calonne avait du jugement. Il avait acheté un misérable qui s'appelait M. de Talleyrand. Talleyrand. Il l'avait acheté. Il avait acheté un autre misérable qui s'appelait M. de Mirabeau, qui était un vrai gangster. Il avait acheté un homme qui se croyait un honnête homme et qui s'appelait Beaumarchais. Il avait acheté une dizaine d'hommes audacieux, dangereux, vivants, qui étaient ses amis, qu'il entretenait en donnant pas trop, mais qu'il tenait. Et ayant donc neutralisé les éléments les plus dangereux, il proposa au roi une loi de finances, de façon à boucher le trou du budget qui était de 23 ou 24%. À ce moment-là, on faisait beaucoup de bruit autour de ça, mais en réalité, 23-24%, quels sont les États modernes qui ne seraient pas désireux d'avoir 23 ou 4% au lieu de ce qu'ils ont? Donc, et puis rappelez-vous bien qu'à la mort de Louis XIV, le déficit était de 100%, les impôts ne couvraient que 50% des dépenses. Donc, il n'y avait pas là un abîme. L'abîme a été fait par une propagande formidable. Et enfin, au printemps de 1787, qui est le début de la Révolution, c'est le vrai début, Calonne proposait à Louis XVI de créer un nouvel impôt où toutes les classes, l'Église, les nobles, les bourgeois collaboreraient, paieraient. On tâcherait de ne pas demander trop des nobles et de la noblesse, mais Calonne estimait à juste titre que non seulement pour satisfaire l'opinion, mais pour faire face aux énormes dépenses, par exemple aux dettes de la guerre d'Amérique, il était nécessaire que toutes les classes collaborent. Et
au lieu de réunir les États généraux qui étaient toujours bruyants et un peu dangereux, Louis XVI décida de faire comme Henri IV. Quand Henri IV se fut réconcilié avec l'Église, Henri IV avait réuni une assemblée des notables, des représentants de toutes les classes supérieures. Et ainsi fut réunie à Versailles une assemblée des notables en avril-mai 87. On leur demandait d'accepter le plan de Choiseul et de le ratifier. Malheureusement, plusieurs des bureaux de ces notables étaient présidés par des gens qui étaient décidés à le saboter. Il y avait le duc d'Orléans, et il y avait quelqu'un d'encore plus malin, qui était le comte de Provence. Et ici, il faut que je vous parle du comte de Provence. Le comte de Provence était un homme très intelligent. Et ce fut un des malheurs de la monarchie qu'il ait été l'enfant prodige sous le règne de son grand-père Louis XV. Et que Louis XV ait eu pour lui toutes sortes de faiblesses, d'amitié, de tendresse, alors que le futur Louis XVI était tuberculeux, malportant, silencieux, gauche, etc., myope, etc. Donc, le jeune comte de Provence, aimé par son grand-père, choyé par son grand-père, entouré de courtisans, avait pensé que ce serait lui qui hériterait, parce que son frère aîné était bêta, il mourrait, il était tuberculeux. Le frère aîné n'est pas mort, le frère aîné a régné. Et alors, le comte de Provence, il faut l'avouer, il faut le dire, a eu un rôle aussi perfide et presque plus adroit qu'Orléans. Il n'a cessé de faire de la propagande contre son frère aîné. Et au moment critique de l'Assemblée des notables, il a été l'un de ceux qui unit à Orléans et unit aux grands chefs maçonniques, c'est-à-dire les La Rochefoucauld, qui étaient les maîtres d'une loge qui s'appelait la loge du contrat social. Unis aux La Rochefoucauld a suscité une opposition violente au projet de Calonne. Et cette opposition violente, là vous verrez un procédé maçonnique très adroit. Ils n'ont pas voulu que ce soit les grands seigneurs eux-mêmes qui protestent. Ils n'ont pas voulu que ce soit les bourgeois. Mais ils se sont arrangés de faire protester un certain nombre de ces évêques dont je vous ai parlé, qu'on appelait des évêques administratifs, et qui étaient des gens luxueux, n'ayant pas de très bonnes mœurs, dépensant un argent fantastique. Et le plus violent d'entre eux a été Monseigneur de Dillon, archevêque de Narbonne. Monseigneur de Dillon a dit « Comment vous voulez que je paye des impôts qui m'obligent à liquider, il m'a dit qu'il place des petits chiens courants. Ah non, enfin, les petits chiens courants, je ne veux pas les liquider comme ça. » Et donc, le cardinal de Dillon s'est mis à la tête de toute la haute, du haut clergé, pour refuser la participation. Et en somme, grâce à l'attaque du haut clergé, grâce à l'attaque des maçons, grâce à l'attaque de M. de Lafayette, auquel on a dicté et fait faire un discours très violent, grâce en même temps à l'attaque de certains parlementaires, et en particulier d'un parlementaire dont il faut noter le nom, car c'est un des metteurs en scène de la Révolution, c'était un maçon aussi, il s'appelait Adrien Duport. Grâce à tous ces gens-là, les projets de Calonne ont été bloqués. Et alors, c'est là où Marie-Antoinette a joué un rôle fatal. Elle s'est laissée intéresser par l'Homénie de Brienne et elle a obtenu du roi que l'Homénie de Brienne succédât à Calonne en promettant d'appliquer son programme. Mais l'Homénie de Brienne n'avait ni le génie, ni l'adresse, ni l'intelligence de Calonne. Et quand il s'est agi d'appliquer le programme de Calonne, il a échoué. Il a échoué dans la gestion, il a été très médiocre. Et en somme, au bout de 18 mois, l'État français s'est trouvé sans ressources financières et en face de la banqueroute. Et alors là, autre erreur de la malheureuse Marie-Antoinette, manœuvrée par la maçonnerie, c'est elle qui a imposé, poussé,
supplié son mari de choisir M. Necker comme ministre des Finances. M. Necker était un homme qui avait un immense menton et une vanité 3 fois plus grande. Ce n'était pas un homme bête, mais ce n'était pas un homme intelligent. C'était surtout un homme qui vivait dans le monde des finances et qui vivait obsédé par l'idée d'instaurer en France la suprématie du tiers-État. Ainsi, désormais, ce ne sera plus seulement la maçonnerie, ce ne sera plus seulement les grands financiers, ce ne sera plus seulement les grands seigneurs mécontents, ce sera aussi le ministre des Finances qui va subventionner le mouvement révolutionnaire. Necker, nous en avons la preuve maintenant, a fourni de l'argent à la maçonnerie et à ses propagandistes pour aller dans les provinces susciter la révolte et le mécontentement du tiers-État. Ici, il faut que j'entre dans quelques détails assez subtils. Et je pourrais vous les fournir grâce à un petit livret maçonnique que la Divine Providence, toujours bonne, m'a permis de dénicher quelque part. Et vous allez voir quel a été, dans ces années 1787-88, le rôle de la maçonnerie. Par un maçon, comprenez-vous, par un maçon. Donc, l'un des maçons, qui s'appelle Alexandre de Lameth, raconte que la maçonnerie a répandu un nombre immense d'exemplaires, qui était un petit écrit d'Adrien Duport et de Target, pour préparer la révolte du tiers-État et pour réclamer, au nom de l'égalité, que le pouvoir appartienne au tiers-État. C'est ce que Sieyès, qui était une sorte d'abbé, a dit ensuite dans son fameux pamphlet, lui aussi subventionné et répandu par Orléans. Qu'est-ce que le tiers-État? Rien. Que doit-il être? Tout. Que veut-il être? Quelque chose. Donc, comprenez bien. Les gens qui voulaient faire la révolution, je ne dis pas des maçons, mais je parle des nobles et je parle des financiers, voulaient obliger Louis XVI à abandonner le pouvoir personnel et à abandonner la protection de l'Église. C'était les deux points sur lesquels ils tenaient. Et ils espéraient faire peur à Louis XVI et le remplacer par Orléans, ce qui aurait permis de faire une révolution rapide et preste. C'était ça l'idée, si vous lisez les papiers de jeunesse d'un homme intelligent qui s'appelait Napoléon Bonaparte. Vous voyez que Napoléon Bonaparte était lui-même orléaniste et qu'il escomptait qu'on se débarrasserait de la branche aînée et qu'alors, comme au début du siècle, on ferait revenir les Orléans qui donneraient la bamboulasse, qui donneraient la faculté de créer un gouvernement à l'anglaise. Mais pour y arriver, il fallait effrayer Louis XVI et il fallait répandre des ordres qui impressionna le roi. Et c'est là, voyez-vous, où la maçonnerie a été plus maligne que les autres qu'elle menait avec elle. Les grands nobles, les financiers, pensaient qu'avec leur argent, ils pourraient soulever les foules et ensuite les calmer. Mais l'anarchie a été beaucoup plus loin qu'ils l'ont cru. Ils ont bien soulevé les foules, mais ensuite ils n'ont pas pu les calmer parce qu'eux n'avaient plus d'argent. Et c'est ça que je vais vous montrer. Je reviens au rôle de la maçonnerie. Donc elle répandait des pamphlets et elle les répandait d'accord avec Necker qui était ministre des Finances, ça s'appelait le contrôleur général des Finances. Et ensuite, elle faisait d'autres choses. Les cahiers rédigés dans les loges procédaient tous d'un modèle dont le Grand Orient avait dû arrêter le dessin général. Il n'est pas difficile d'y saisir l'influence de la Constitution américaine et il convient de ne pas oublier le rôle joué en France par Franklin, liberté, égalité, fraternité. On y trouve avec la même aisance les thèmes sociaux familiers aux philosophes du XVIIIe siècle. Droit naturel, liberté, égalité juridique, tolérance, analysés à propos du catéchisme des droits naturels de Volney. Ces cahiers modèles étaient transmis à des organes provinciaux
les cahiers généraux étaient adaptés aux fins particulières. Donc, on répandait dans toutes les provinces, mais surtout en Bretagne, où il y avait beaucoup de mécontentement, au Dauphiné, où il y avait du mécontentement, dans les environs de Paris, où Orléans avait ses apanages. C'était plus difficile dans les autres régions, qui en effet ont été moins pénétrées de ce genre de propagande. Donc, c'était surtout dans ces régions-là qu'à partir du moment où l'homénide Brienne a annoncé qu'il y aurait des États généraux, et à partir du moment où il a annoncé la liberté des pamphlets, à partir de ce moment-là, ces pamphlets se sont répandus en nombre illimité. C'était un maçon, comme vous le savez, donc lui aussi ne pouvait pas lutter contre le courant maçonnique. Il avait vaguement essayé de remplir non pas tout le programme de Calonne, mais une partie du programme de Calonne. Seulement, il était beaucoup moins adroit que Calonne, et puis les éléments qui avaient fait tomber Calonne étaient désormais très forts, car M. de Talleyrand, qui avait été auparavant en somme un conservateur, M. de Mirabeau, qui avait été en somme auparavant un conservateur, et tous les éléments que Calonne avait réunis autour de lui devenaient tous des éléments révolutionnaires, puisqu'il fallait se mettre du côté du manche et tâcher d'être avec les vainqueurs. La maçonnerie avait encore un autre rôle. Nous avons vu se grouper derrière une loge constituante des filiales, qu'un lien d'affection soumise et rattachait. Ces filiales atteignaient des subdélégations fort médiocres, petits centres ruraux où la vie politique n'avait pas d'autre existence. Mais de plus, nombre de francs-maçons habitaient non la ville, où étaient situées leurs loges, mais les bourgades voisinantes. Donc un vaste réseau de communication irradiait ainsi toute la propagande maçonnique, et les cahiers lus aux commettants n'étaient guère discutés parce que dans les villages, ces braves gens imposaient ce qu'ils voulaient. Enfin, il y avait également un autre élément, c'est que les loges avaient pas mal d'argent, fourni par Nègre, fourni par Orléans, fourni par ci et là. Et dans les pays comme la Bretagne, qui était restée, qui est restée encore, désireuse d'autonomie, le Dauphiné également, le Béarn également, les maçons suscitaient des associations de jeunes gens pour protester et pour manifester et pour crier. Et ces associations de jeunes gens, elles les payaient. Elles répandaient ainsi l'argent et elles donnaient le moyen de gueuler dans la rue et de taper sur les soldats. L'un des centres les plus troublés fut la Bretagne, et c'est là qu'on vit pour la première fois l'influence des loges dans les régiments. En effet, quand il s'agit de réprimer les troubles et de remettre de l'ordre, les soldats du régiment qui étaient là mirent la crosse en l'air et refusèrent d'obéir à leurs officiers. En même temps, la maçonnerie lançait en Bretagne 2 journaux, un qui s'appelait Le Héros de la Nation, et l'autre qui s'appelait, j'oublie son nom, ça reviendra, l'un était par Mangoury et l'autre était par un des grands philosophes de l'époque. Donc, les maçons répandaient des journaux et, grâce à ces journaux, faisaient une propagande suivie. Même dans la noblesse, nous savons par exemple que le père de Chateaubriand était maçon et était engagé dans ce mouvement. Voyez-vous, ici, c'était Volney, le nom que je cherchais. Volney avait publié le catéchisme des droits naturels, qui était, vous le voyez, un catéchisme maçonnique, opposé à celui de l'Église, et donc qu'on avait répandu dans toute la Bretagne. Le secours apporté au groupement de jeunes hommes n'était pas seulement dogmatique, les loges, le cas échéant, subventionnaient les divers groupes. Celle de Nantes fait de concert avec les chambres littéraires les frais de l'équipement des jeunes gens qui à l'appel de Moreau et d'Omnes Omnibus marchent sur Rennes, après les échauffourées provoquées par la noblesse en fin janvier 89. L'intervention de la loge de Rennes est encore plus précise. Le 23 juillet 89, elle initie Jean-Victor Moreau en récompense de sa conduite dans les scènes du 26 et 27 janvier. Il fut reçu en compagnie d'un lieutenant des grenadiers de Lorraine Infanterie, d'un procureur du roi, et etc. Donc vous le voyez,
dans le début de la Révolution, le grand travail maçonnique, c'est de répandre l'idée d'égalité, de liberté, et en même temps de briser les cadres de la monarchie. Pour les élections aux États généraux, les maçons font éliminer tous les fonctionnaires royaux. Ils n'acceptent comme candidats aux États généraux que des gens qui n'ont pas de charge publique, de façon à ce que ces gens qui arrivent aux États généraux ne cherchent pas à calmer la violence des gens. C'est ainsi que, grâce à la complicité de Nègre et grâce au désordre qui commençait à s'installer, les États généraux furent tout de suite un théâtre de désordre. Les loges, à ce moment-là, étaient tellement enfiévrées qu'elles devenaient des clubs. Grâce à un antiquaire parisien, j'ai retrouvé les archives de la loge du contrat social. Et voici ce que j'ai trouvé dans les archives de la loge du contrat social. Le premier surveillant de la loge a fait part à la révérende mère loge d'un prospectus d'un club où l'on n'admettra que des maçons, sous la direction du frère Honoré André, servant de la loge de la fidélité. Cette loge était donc faite pour faire de la politique. Et quels étaient les premiers membres? Le frère de Chartres, voyez, l'abbé Baudot, l'architecte Louis et une vingtaine d'autres. Ainsi, j'ai pris la maçonnerie la main dans le sac. Elle encourageait la transformation de ces loges en groupes politiques qui se lançaient dans la polémique violente et dans la révolution. Le duc d'Orléans avait du reste fondé au Palais Royal une série de clubs politiques et vous verrez que toutes les manifestations violentes des premiers mois de la Révolution commencent au Palais Royal. C'est au Palais Royal que Camille Desmoulins s'est dressé sur une chaise et a crié « Allons à Versailles, révolte ». Necker avait obtenu de Louis XVI le doublement du tiers. Donc le tiers à lui tout seul avait autant de délégués que la noblesse et le clergé, même un peu plus. Et il n'avait pas obtenu du roi que l'Assemblée votât par tête, car les autres assemblées d'États généraux votaient par État. Ce fut donc une grande bataille dans laquelle la maçonnerie, Orléans et le tiers combattirent pour obtenir que le vote à l'avenir soit un vote par tête de pipe, si j'ose dire. Le tiers-État réussit, grâce à la violence de Mirabeau qui mena la danse, grâce ensuite au ralliement du petit clergé, qui était très noyauté de maçonnerie, et enfin grâce au ralliement de cette partie de la noblesse qui était orléaniste et qui était maçonnique. Ainsi, le résultat fut atteint. Louis XVI, qui se rendait compte du danger, voulut alors réunir des troupes. Mais j'ai trouvé dans les archives de Fribourg qu'au 14 juillet, quand le roi voulut réunir des troupes, les soldats et les sous-officiers répondirent bien à l'appel, mais les officiers allèrent tous au club. Pas d'officiers pour participer à la répression à ce moment-là. C'était l'époque où les maçons comptaient donner le pouvoir à Orléans. Paris était soulevé, le régiment des gardes françaises était révolté, l'argent d'Orléans et des loges avait permis d'établir l'anarchie dans Paris, et à Paris, on s'attendait à voir proclamer Orléans. Mais voyez-vous, messieurs, Orléans était un lâche. Et quand il a senti le succès très près de lui, un succès qui était évidemment encore assez précaire, il aurait été roi de Paris, mais l'Assemblée était encore à Versailles, où était encore Louis XVI. Au lieu de se rendre dans la rue et d'enflammer le courage de ses fidèles, Orléans, et ça on voit ça dans les papiers de la princesse de Lamballe, Orléans est venu chez la princesse de Lamballe affolé, lui a demandé « Avez-vous un endroit vraiment noir et caché ?» Et il s'est caché dans le noir en fermant un double tour et une petite réduit où il est resté toute la journée du 14 juillet et la plupart du 15 juillet. Donc la lâcheté d'Orléans a empêché
ses partisans de réussir. D'autant plus que Lafayette n'était pas enthousiaste d'Orléans. Et ça, c'est encore une de ces histoires très 18e siècle. Lafayette avait une belle amie. Elle était très belle. Et Orléans la lui avait chippé. C'était pas une dame très sérieuse. Elle avait fait 1000 bêtises et on avait fini par l'envoyer dans un couvent à Nancy pour faire pénitence. Mais tout de même, là, elle est devenue une sainte femme. Enfin, jamais Lafayette n'avait pardonné au duc d'Orléans d'avoir chippé sa maîtresse. Et donc, dans toute la Révolution, Lafayette, qui était révolutionnaire, a préféré se rallier à Louis XVI, et comme Louis XVI était beaucoup plus courageux qu'Orléans, la Révolution qui aurait été liquidée en 1790 et donné lieu à une monarchie parlementaire avec Orléans, comme les banquiers le voulaient, comme le voulaient les nobles très opulents, eh bien, ça a craqué, ça a raté. Et alors, la Révolution a traîné. Il y a eu un autre coup de force d'Orléans et des maçons le 5 et 6 octobre. Cette fois-là, il s'agissait d'épouvanter le roi et de faire assassiner la reine et ses enfants si possible. Cette nuit-là, le roi hésita. Tous ses courtisans lui disaient « il faut partir, il faut partir ». Il a dit « non, je vais rester ». Il est resté. Il est resté dans la nuit par suite de la stupidité de Lafayette et par suite de trahison maçonnique. On a assassiné une partie des gardes du corps et on est arrivé jusqu'à l'antichambre de la reine. Elle a réussi à fuir et elle a été sauvée, mais de très peu. Et cette fois-là encore, Orléans, qui était à Versailles, n'a pas osé s'affirmer, et Louis XVI, qui avait du courage, est resté au pouvoir. Mais dans quelles conditions tragiques, on l'a ramené à Paris, où il était le prisonnier de l'Assemblée, d'une Assemblée qui était elle-même prisonnière des Jacobins. Les Jacobins, comme le Club breton, était un club qui était issu de la maçonnerie, qui gardait l'esprit de la maçonnerie. Et comme à ce moment-là, les grands nobles, même Orléans, qui avaient lancé la Révolution, avaient de moins en moins d'argent, comme ceux tels que les Lameth, qui avaient lancé la Révolution en se servant de l'argent énorme qu'ils recevaient de leurs plantations dans les Antilles, eh bien, cela a été ruiné aussi, et la Révolution tombait entre les mains de 2 ou 3 chefs de bande. L'un qui était Robespierre, lequel gouvernait spirituellement les Jacobins, l'autre était Danton, et il y avait Hébert, etc., qui étaient tous des chefs de bande, qui avaient des bandes subventionnées, et le grand travail qu'avait fait la Révolution à ce moment-là, avec l'aide de Talleyrand et avec l'aide des financiers, avait été de voler l'argent de l'Église, la nationalisation des biens du clergé. Et en même temps, les jansénistes, les gallicans et les maçons avaient réussi à transformer le clergé français qui était jadis catholique, soumis à Rome, fidèle, en un clergé soumis à l'État français qui seul allait le salarier et seul allait lui dicter ses devoirs. Ainsi donc, la déchristianisation de la France était activement commencée et la déchéance de l'Église était bien organisée. C'est cela que Louis XVI avait hésité à signer. Il ne l'aurait pas signé si les 8 évêques du Parlement ne lui avaient dit « signez ». Il signa donc. Et quand il reçut un message du pape lui disant « vous avez eu tort de signer », il décida de quitter la France pour essayer de rétablir la situation précédente. Il fut repris, arrêté et, au 10 août, renversé. Cette époque-là est une époque sur laquelle il faudrait vous parler beaucoup plus longuement, car jusqu'au 10 août, Louis XVI a combattu et jusqu'au 10 août, il a eu une chance de triompher de la Révolution. En effet, en 1792, la masse du pays était lasse de révolution et aurait été heureuse de voir rétablir l'ordre. Et Louis XVI avait réussi, par l'intermédiaire du ministre américain à Paris, M. Gouverneur Morris, à acheter l'aile la plus violente des Jacobins et vers le 14 août, il comptait faire un coup de force pour rétablir
la monarchie, dans son intégrité. Mais Danton l'a su, et le 10 août, il a fait attaquer les Tuileries et prendre les Tuileries. Après cela, c'est donc la maçonnerie, représentée par Danton, et surtout par Robespierre, qui lui était d'une maçonnerie beaucoup plus audacieuse. Danton était encore d'une maçonnerie assez prudente, la loge des 9 sœurs. Mais Robespierre avait été initié à des rites secrets et à des rites de vengeance dont je vous ai parlé et qui voulaient du sang. L'un et l'autre, donc, gouvernaient le pays. Et ils se rendirent compte que Louis XVI était tellement populaire qu'il n'y aurait rien à faire pour établir une république si on ne le détruisait pas. Ils se rendirent compte aussi qu'il fallait donner à la masse du peuple le sentiment d'une rupture définitive. C'est pourquoi ils décidèrent de tuer le roi. La campagne fut d'une incroyable violence, d'autant plus que Louis XVI s'était défendu très bien. Et une partie de l'Assemblée désirait le sauver. C'est alors que la maçonnerie déploya toutes ses forces. Nous avons récemment eu la publication des mémoires de Louis-Philippe. Louis-Philippe jeune était lui-même un révolutionnaire et était lui-même un membre des Jacobins. Mais quand le roi fut arrêté, les fils de Philippe Égalité demandèrent à leur père de leur donner sa parole d'honneur qu'il ne voterait pas la mort. Et Philippe Égalité donna sa parole d'honneur qu'il ne voterait pas la mort de son cousin. Or, le lendemain matin, quelques heures avant que le vote ne soit fait, 2 maçons, dont Treillard, dont vous avez entendu parler récemment dans la lecture de vos livres, vinrent voir Philippe Égalité, restèrent avec lui toute la matinée, l'encadrèrent, le menèrent à l'Assemblée, lui firent voter la mort du roi et le ramenèrent chez lui une loque, parce qu'ils savaient bien qu'il était à la fois déshonoré et perdu. Vous voyez donc comment la maçonnerie a préparé la Révolution, comment elle a voulu la mort du roi, comment elle a réalisé la mort du roi. Et comment, dépassant les intentions de ses collaborateurs, c'est-à-dire de Nègre, qui était une vieille bête au fond, d'Orléans, qui était un lâche, et de ces grands seigneurs imprudents qui ne se sont pas rendus compte que quand on déchaîne un peuple, on ne peut pas ensuite l'arrêter. Donc la maçonnerie qui avait prévu tout ça a créé l'anarchie. Pourquoi a-t-elle créé l'anarchie? Qu'est-ce qu'elle a fait de l'anarchie? Elle a créé l'anarchie et elle s'est cachée. Orléans a déclaré en janvier 92 que la France étant libre, la franc-maçonnerie devait s'éclipser pour laisser le peuple organiser le pays. Ainsi, la maçonnerie se tairait. Elle ne voulait pas être responsable des destructions, des ruines, des massacres. Elle voulait que ça soit fait par ses amis, par ses camarades, mais elle ne voulait pas en être responsable. Et elle-même ne voulait revenir que quand il y aurait une table rase assez complète pour organiser un pays sur une base d'athéisme ou de déisme, sur une base de liberté, égalité, fraternité, qui était la grande devise maçonnique, et qui, vous le savez, est devenue la devise de la République à partir de 1792. Voyez donc la manœuvre telle qu'elle s'est déroulée. Collaboration avec les banquiers, les gens riches, Nègre, pour renverser le roi. Et ensuite, on laisse détruire à leur tour les banquiers, Nègre et les nobles pour être en face d'un néant qui permettra de reconstruire quelque chose. C'est ce quelque chose dont je vous parlerai en janvier, messieurs. Et comme je vous le dis ici, ce résumé qui est beaucoup trop bref et qui a trop de lacunes vous intéresse, vous pouvez me demander des détails. Pour moi, je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne année en vous remerciant de votre patience et en vous disant au mois de janvier.